Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et pour entamer cette nouvelle saison, on va parler de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement des massacres qui s'y perpétuent depuis plus de 20 ans dans le silence, un silence assourdissant de la communauté internationale. L'Empire du silence, c'est d'ailleurs le titre du film que Thierry Michel a consacré aux crimes de masse commis dans le pays par de hauts responsables militaires et politiques congolais et étrangers. Un film dont certains voudraient empêcher la diffusion aujourd'hui au Congo. On écoute la bande-annonce. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think never been investigated to satisfaction. Il y a eu des milliers de morts. On ne saura jamais exactement combien. Les corbeaux ne savaient plus voler tellement ils avaient mangé de chair humaine. Ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. Quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Il faut tuer 1000 personnes pour devenir général au Congo. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. On a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. On ne construit pas la paix sur des fausses communes. C'est ce que proclame inlassablement le docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, que l'on vient d'entendre dans cette bande-annonce. Alors, Luc Anquimbran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit, ancien directeur d'Amnesty International Belgique francophone et vous avez travaillé jusqu'en 2011 pour le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Vous étiez coordinateur de l'unité de lutte contre l'impunité et de justice transitionnelle. Alors, Luc Anquimbran, quand le docteur Mukwege nous dit « on ne construit pas la paix sur des fausses communes », j'imagine que vous pouvez être que d'accord à 100% avec lui. Oui, bien sûr. Le docteur Mukwege sait très bien qu'il y a des dizaines, des centaines de fausses communes en RDC qui sont le résultat des crimes de masse, des massacres qui ont été commis dans ce pays il y a déjà plus de 25 ans et qui sont restés en l'état, sans que donc les proches, par exemple, des victimes, depuis tout ce temps, puissent voir ces fosses communes exhumées et puissent réenterrer dignement leurs êtres chers disparus, massacrés à cette époque. Et voilà, ça c'est tout le problème de l'impunité, d'une impunité quasi totale pour les crimes qui ont été commis et qui ont été documentés aussi par les Nations Unies dans un rapport qu'on appelle le rapport Mapping, parce qu'il fait justement l'inventaire des crimes qui ont été commis. Oui, alors on va revenir sur tout ça et vous allez nous aider à comprendre en fait tout ce qui se joue depuis, j'ai envie de dire, des dizaines d'années au Congo. Parce que ces crimes, effectivement, ils datent depuis plus de 20 ans, mais on sait qu'il y a encore des crimes qui sont commis aujourd'hui, presque chaque semaine au Congo. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Thierry Michel que l'on a rencontré. Il nous explique d'abord pourquoi il a voulu faire ce film.
Ce film-là a été fait d'ailleurs à l'initiative du docteur Mukwege parce qu'il estimait qu'après avoir fait un film sur les victimes, qui s'appelle le film L'homme qui répare les femmes, il était temps de faire un film sur les mécanismes d'impunité qui endeuillent ce pays depuis 25 ans et qu'il fallait aussi un jour citer les présumés responsables de crimes de masse, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, voire d'ailleurs, selon les Nations Unies, de génocide. Et donc, voilà, ce film est un outil de mémoire, est un témoignage de l'histoire, est un plaidoyer pour la justice. Et donc, quand on a fait un film, il ne vous appartient plus. Pour eux, c'est essentiel de découvrir cette page de l'histoire parce que j'ai révélé des choses non connues, des crimes qu'on ne savait même pas qu'ils avaient existé. J'étais dans des régions où les gens n'avaient jamais témoigné. Voilà, donc c'est essentiel. Je dirais que chacun, et chaque Congolais, mais chacun de nous, avait des brides de connaissances de l'histoire congolaise. Mais là, d'un puzzle éclaté, j'ai fait, je pense, plus qu'un puzzle, une mosaïque qui permet de comprendre l'enchaînement des mécanismes de violence et qui explique l'impunité et le fait qu'aujourd'hui, toujours, à l'est du Congo, des massacres de masse se perpétuent plus que tous les mois, presque toutes les semaines. Alors, Luc Inquimbran, les atrocités dont parle Thierry Michel, alors on l'a dit, il y a des atrocités, des crimes qui ont été commis récemment, mais il y a aussi des crimes qui ont été commis il y a plus de 20 ans et qui ont été révélés, notamment effectivement en 2010, par le fameux rapport Mapping dont vous nous parliez il y a quelques instants. Alors, ce rapport, c'est quoi? C'est qui a décidé d'investiguer finalement là-dessus? Mais c'est un rapport des Nations Unies qui est né dans le Bureau de droits de l'homme, dans cette unité de lutte contre l'impunité que je dirigeais, lorsque l'on a découvert, entre guillemets, des fosses communes en Ituri. Hein, et nous nous sommes demandé que faut-il faire. Ces fosses communes, elles sont probablement reliées justement à des guerres qui ont eu lieu en RDC. Et si nous voulons enquêter, ça va être compliqué pour nous, il faut des spécialistes pour ouvrir ces fosses communes. Et donc ces deux guerres principalement, la première s'est déroulée à partir de 1996, lorsque la RDC a été en quelque sorte envahie, si on peut dire, par l'armée patriotique rwandaise qui poursuivait les anciens génocidaires du génocide des Tutsis de 94 et aussi l'ancienne armée rwandaise. Mais ils ont poursuivi en même temps des dizaines de milliers de civils, de femmes, enfants, vieillards. Et dans ce qu'on a appelé cette traque impitoyable, il y a eu un nombre énorme de massacres qui justement sont restés impunis. Puis il y a eu après ça une deuxième guerre. La première avait amené le président Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Et un an plus tard, il a remercié, en quelque sorte, l'armée rwandaise et leur a dit « merci, rentrez chez vous ». Et malheureusement, Paul Kagame, le président rwandais, enfin à l'époque il n'était pas président, mais enfin le dirigeant, je dirais, militaire, a dit non, nous restons là, et ça a été le début d'une deuxième guerre, avec une couverture de certains mouvements rebelles congolais. Et pendant cette deuxième guerre, à nouveau, quantité de massacres. Tout ça est évoqué justement dans le film de Thierry Michel. Et ce qui fait évidemment... Et tout ça est documenté dans ce rapport de ce fameux rapport Mapping. Donc hein, ce rapport qui était en fait... Donc c'est les Nations Unies qui ont décidé d'envoyer donc une équipe de spécialistes des droits de l'homme pour vraiment dresser en inventaire des violations les plus graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire. Et il y en avait. Oui, il y en avait. Le rapport Mapping, il décrit 617
incident. Mais quand on dit incident, ça signifie dans la plupart des cas des crimes de masse, des massacres, des crimes de guerre donc, ou des crimes contre l'humanité, et peut-être même pour certains d'entre eux des crimes de génocide si un tribunal prouve qu'il y avait une intention d'extermination. Et donc, le rapport Mapping, la chose qui est étonnante, c'est que après 3 ans pour l'élaborer, pour documenter justement tous ces crimes et rédiger ce rapport, il sort en 2010 et il est enterré. Il est enterré par les Nations Unies qui l'ont commandé en quelque sorte. En partie, bien sûr, tous ceux qui sont un peu mis en accusation par le rapport le contestent. C'est-à-dire les Ougandais, les Rwandais, des Congolais eux-mêmes qui avaient aussi commis des crimes, etc. C'est une réaction, je dirais, normale des personnes mises en accusation. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Nations Unies elles-mêmes ne parlent pratiquement plus de ce rapport et ils cachent même en partie aussi une base de données qui n'est pas dans le rapport, qui est une annexe si on veut, mais une annexe secrète qui contient les noms des auteurs présumés des crimes. D'accord. Et donc, pendant des années, très très peu de gens connaissent donc ce rapport, en parlent et surtout l'utilisent. Mais comment on explique ça? Comment on explique que ce rapport a été enterré? Ce rapport qui était quand même pas anodin, enfin 617 incidents, comme vous le dites, de crimes de masse, c'est pas peu de choses. Oui, on s'est interrogé longtemps, mais ce qui apparaît le plus comme explication plausible, c'est que le rapport, justement, il ne décrit pas des morts lors d'un conflit armé interne, une guerre civile qui n'aurait concerné que les Congolais. Il décrit aussi des massacres, des tueries et des crimes commis par des armées étrangères, celles de l'Ouganda notamment, mais aussi celles du Rwanda. Dans le rapport Mapping, presque 2/3 des incidents documentés et inventoriés sont attribués à l'armée patriotique rwandaise. Et alors là, évidemment, on est dans une période délicate. On est dans une période délicate, on est dans la période de l'après-génocide des Tutsis, bien réel évidemment, mais qui a amené la communauté internationale à ressentir un énorme sentiment de culpabilité à cause de son inaction, de son apathie pendant le génocide. La communauté internationale, et les Nations Unies notamment, n'ont pas pu empêcher, prévenir le génocide, et surtout, elles n'ont pas pu l'arrêter, le stopper. Et donc, ce sentiment de culpabilité qu'énormément de gens ont ressenti, moi-même je l'ai ressenti aussi, beaucoup d'ONG, etc., nous étions terriblement choqués par cette passivité, cette inaction face à ces crimes abominables. Mais ça a entraîné malheureusement un effet pervers qui a été de dire « bon, on ne peut rien dire au sujet de crimes éventuels qui auraient été commis par l'autre camp, par celui dirigé, je dirais, par Paul Kagame, par une fraction, c'est pas par les Tutsis en général, mais par ce groupe, cette fraction armée des Tutsis rwandais. Et donc, du coup, voilà, beaucoup sont dit on peut pas parler de tout ça, et même quand le rapport Mapping est sorti, qui met en accusation de manière très très solide, très très documentée, met en accusation le Rwanda, l'armée patriotique rwandaise,
on s'est dit ça va déstabiliser, ça remet en question un peu l'image qu'on a du Rwanda, etc. Oui, et alors, on va écouter Christian Liongo, il est secrétaire général de la Conscience congolaise pour la paix, COPAX, une association internationale qui milite pour la mise en place d'un tribunal pénal international donc sur le Congo. Et donc, lui, évidemment, avant cette hypothèse, il en avance d'autres aussi. C'est sur le fait que au Congo aussi, il y a des responsabilités qui sont pointées et que beaucoup ne veulent pas les entendre ou on l'écoute. Encore aujourd'hui, dans les institutions politiques en République démocratique du Congo, que ce soit au sein du Parlement, Sénat, Assemblée nationale, que ce soit au sein du gouvernement, que ce soit au niveau de l'armée et également de la police, vous avez encore aujourd'hui des responsables de ces crimes qui sont encore en activité. Vous avez encore dans les pays que j'ai cités, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, des responsables au plus haut niveau de ces crimes. Et donc il y a manifestement des injonctions, de l'influence politique pour ne pas exhumer ce rapport mapping. Mais c'est sans compter une volonté farouche de la société civile congolaise, relayée par ces grandes voix, le docteur Mukwege, Thierry Michel, le professeur Alphonse Mayindo Akisangani, pour que cesse ce silence et qu'on prenne à bras le corps ce grand drame humanitaire, qui est le plus grand drame humanitaire de ce 21e siècle. Donc depuis 1 ou 2 ans, nous sommes entendus et donc nous sommes confiants et nous allons intensifier notre lutte. Et notre ultime objectif, c'est de pouvoir obtenir l'établissement d'un tribunal pénal international en RDC pour que les responsabilités tant nationales en RDC que sous-régionales, Ouganda, Rwanda et Burundi, soient établies devant leurs juges naturels et que cesse enfin l'impunité, parce que l'impunité, c'est l'assurance que les crimes d'aujourd'hui soient encore perpétrés demain. Que cesse l'impunité. Je pense que c'est une des phrases qu'a dit aussi Denis Mukwege quand il a fait son discours en 2018, quand il a reçu son prix Nobel de la paix. Et c'est lui, en quelque sorte, qui a un peu fait remonter ce rapport mapping et qui fait qu'aujourd'hui, la société civile congolaise s'en est emparée. Oui, exactement. Le 10 décembre 2018, il reçoit le prix Nobel à Oslo. Il le reçoit évidemment pour son action en faveur des victimes des violences sexuelles, mais dans son discours, il dit à un moment donné, il y a un rapport qui moisit dans un tiroir à New York. Et puis, il décrit ce rapport, c'est le rapport mapping, un rapport des Nations Unies, etc. Et donc là, il faut lui être reconnaissant parce que lui a commencé à exhumer le rapport mapping. Et depuis lors, justement, je dirais qu'il a eu ce courage et il a donné ce courage à d'autres Congolais, comme les personnes qu'on vient d'entendre, de justement eux-mêmes revendiquer, parce qu'auparavant ils étaient peut-être un peu paralysés par la peur, par la crainte des représailles, par des menaces, etc. Et donc la société civile, des organisations de survivantes, des associations de victimes ont commencé justement à s'exprimer, à opérer ce travail de mémoire. C'est vraiment un travail de mémoire, un vrai travail de mémoire. C'est un vrai travail de mémoire, c'est une lutte contre une forme de négationnisme. C'est un négationnisme des crimes qui ont été commis dans ce pays. Et donc 20 ans plus tard, les victimes n'ont pas oublié. Elles répondent justement à l'appel du docteur Mukwege. Elles commémorent les journées des massacres pour honorer les victimes. Elles développent des actions. Elles inventorient les fosses communes. Dont certaines, par exemple, à Bukavu, ont déjà été recouvertes par de nouvelles constructions. Des jeunes ont mis en ligne un mémorial numérique pour les victimes sur un site web www.memorialrdcongo.org.
Oui, et donc, il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et le film de Thierry Michel est un outil de mémoire pour ce travail justement de mémoire. Et la tournée qu'il est en train d'organiser de son film, c'est essentiellement à l'est de la RDC, là où se sont commis justement la plupart de ces crimes de masse, va encore aider plus les communautés victimes à s'exprimer, à revendiquer par exemple l'exhumation, l'excavation des fosses communes, avec l'aide des Nations Unies, qui auraient déjà dû faire ce travail depuis longtemps et qui ne l'ont pas fait. Et donc, c'est très très important que ce film puisse tourner, de fait, en RDC. Et il ne faut pas qu'il tourne comme il l'a fait en Europe, bien sûr. C'est très bien. Il faut aussi amener les Européens, je dirais, ou les Occidentaux à voir ce qui s'est passé. Mais il faut surtout que les victimes puissent exprimer leurs demandes en matière justement de justice, de vérité sur ce qui s'est passé, de réparation et de mise en place de ce qu'on appelle des garanties de non-répétition, donc que ces atrocités ne recommencent pas. C'est parce que justement ce travail-là de mémoire et de ces autres mécanismes que je viens de citer de justice transitionnelle n'ont pas été mis en place depuis 20 ans, que ces crimes se perpétuent encore aujourd'hui. L'impunité nourrit finalement des massacres et des crimes futurs. Oui, c'est essentiel. C'est vrai que cette question de la justice transitionnelle, je propose qu'on écoute Alexis de Soif. Il parle, donc il est avocat, il est vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il nous parlait aussi de cette importance de la justice transitionnelle et que ce processus soit mis en place. On l'écoute. Alors la justice transitionnelle est effectivement très importante, mais certains qui la prônent, en ce compris dans des hautes sphères politiques, oublient qu'il y a différentes phases dans la justice transitionnelle. Et ils oublient souvent la première phase. La première phase, c'est que les auteurs des crimes soient jugés. La deuxième phase, c'est que les victimes obtiennent justice et réparation. Et puis, on peut commencer à parler de réconciliation. Et on le voit dans de nombreux endroits dans le monde, des responsables politiques qui prônent la justice transitionnelle en disant il faut tourner la page, il passe directement à la troisième phase, qui est la réconciliation. Mais il n'y a pas de réconciliation possible si les auteurs des crimes ne sont pas poursuivis et si les victimes n'ont pas obtenu réparation. C'est facile de sauter les deux premières étapes quand ça vous arrange et de prôner la réconciliation et on va regarder vers l'avenir. Mais alors c'est une réconciliation qui se fait au détriment des victimes et qui n'offre aucune garantie que les crimes ne seront pas reproduits dans le futur. Luc Arcambran, vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a différentes étapes dans cette justice transitionnelle? Tout à fait, tout à fait. La demande principale des victimes est justement que justice soit faite, que l'on utilise l'un ou l'autre des tribunaux. Un tribunal pénal international ou ce qu'on appelle aussi un tribunal pénal spécial, comme il y en a eu d'ailleurs dans beaucoup de pays après des périodes de dictature ou de conflit, que ce soit des tribunaux congolais internationalisés, c'est-à-dire rendus mixtes avec des magistrats congolais, mais aussi des magistrats venus de l'étranger, qui apportent leurs compétences, mais aussi une garantie d'indépendance, etc. Et donc, cette phase, comme le dit Alexis de Soif, est extrêmement importante et doit être prioritaire. Alors, ces voix, que ce soit le docteur Mukwege, mais que ce soit Thierry Michel aussi, via son film, elles sont quand même de plus en plus attaquées. Alors, le docteur Mukwege, on sait qu'il est sous protection. On sait que, par exemple, très récemment, il y a une de ses interventions à l'université de Kisangani qui a été annulée. Il n'a pas pu faire sa conférence. Et puis, Thierry Michel, dont le film L'Empire du silence va être diffusé au Congo dans les prochains jours. Lui, il est sous le coup d'un procès pour plagiat. Deux réalisateurs congolais, les frères Baloufou, l'accusent d'avoir plagié leur film Congo, le silence des crimes oubliés, réalisé en 2015.
2015. Alors la SCAM, la Société des droits d'auteur, a réalisé une analyse détaillée. Elle conclut à l'absence de contrefaçon entre les deux films, ce qui fait dire à Alexis de Soif, avocat et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, qui conseille donc Thierry Michel dans ce dossier, qu'il s'agit d'un procès politique. C'est clairement un procès bâillon. Ça vise à faire taire une personne, à savoir l'auteur du film et la productrice, et empêcher la diffusion du film. Une atteinte à la liberté d'expression, une atteinte au droit d'information, au moment où justement le film va être montré au peuple congolais. L'acte d'accusation est extrêmement léger, il n'y a pas d'éléments concrets. Sur les réseaux sociaux, on dénonce 80 points d'accroche similaires, etc. C'est complètement balayé par la SCAM. Au contraire, il y a 4 images communes dans le film qui appartiennent en fait à l'agence CAPA, une agence de presse, l'agence CAPA auquel Thierry Michel a payé les droits d'auteur pour pouvoir les utiliser dans son film, ce que visiblement les frères Baloufou n'ont pas fait. Et les frères Baloufou ont été puisés dans un autre film de Thierry Michel, qui est Mobutu, roi du Zaïre, pour leur film de 2015. Donc c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé. Mais voilà, la plainte et la procédure choisie, la légèreté des arguments, la voie pénale montrent que c'est un procès bâillon qui vise à faire taire et à empêcher la diffusion du film. Luc Anquimbran, quand on entend ça, que ce soit voilà, cette attaque vis-à-vis du film de Thierry Michel, donc l'Empire du silence, les attaques vis-à-vis du Dr Mukwege, les craintes que vous pouvez avoir vous aussi parce que vous êtes en train d'écrire un livre sur ces crimes et ces atrocités commises au Congo et sur ce rapport mapping. Est-ce que du coup vous avez quand même bon espoir que ce processus de justice transitionnelle aboutisse, qu'il y ait des choses qui aboutissent, ou vous avez peur que ce climat de peur l'emporte? Oui, bon, j'ai bon espoir que les choses vont de fait effectivement progresser, que ce procès bâillon, qui cherche à bâillonner, si on veut, la vérité, s'il condamne pour plagiat ce qui serait complètement abracadabrant, je vais dire, comme l'a dit Alexis de Soif, ça n'empêchera pas que le film soit diffusé. Au contraire, peut-être même sera-t-il plus diffusé parce que les Congolais voudront savoir pourquoi on a interdit un tel film. On l'a saisi pour en empêcher la diffusion. Et je crois que, quelle que soit l'option, que le tribunal se montre indépendant et déboute ces deux plaignants, je vais dire, farfelus, et je crois un peu instrumentalisés, ou qu'il condamne pour plagiat, ce qui serait assez quand même surprenant, plus que surprenant. Le mouvement est lancé, le film sera diffusé. Les Congolais, lorsque des films de Thierry Michel ont été un peu, empêchés par des décisions de ce genre-là, ou par des autorités, il a quand même... Ça a suscité l'intérêt du public congolais et aussi international. Oui, et puis ça va peut-être aussi libérer la parole, parce que ceux qui vont le voir ou qui vont être tentés de le voir vont voir qu'il y a des personnes qui témoignent dans ce film, qui racontent ce qu'ils ont vécu ou ce que des proches ont vécu. Et donc, s'il y a de plus en plus de personnes qui parlent, ça devient de plus en plus difficile à étouffer aussi. Exactement. Je crois que... La tache d'huile de la lutte contre l'impunité est en train de se répandre partout et qu'il sera impossible de l'arrêter malgré les difficultés, malgré les obstacles. Je crois que la justice, la vérité, que les réparations pour les victimes,
tout cela arrivera, même s'il faut encore quelques années. Bon, on suivra en tout cas, on peut suivre tout ça. Donc le 30 août, c'est donc l'affaire qui sera jugée au pénal, donc à Kinshasa, donc cette affaire de plagiat, cette accusation de plagiat par les frères Baloufou envers le film de Thierry Michel. Donc le 30 août, ce sera jugé pendant que Thierry Michel est au Congo en train de faire cette tournée avec son film. Et donc vous, Luc Anquimbran, vous préparez ce livre qui va de nouveau retracer et parler de toutes ces atrocités commises depuis plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Luc Anquimbran. Je rappelle que donc vous avez été directeur d'Amnesty International Belgique. Vous avez été aussi chargé jusqu'en 2011 des droits de l'homme et coordonnateur de l'unité de lutte contre l'impunité et de justice transitionnelle au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette question. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.